Salut les bricolos! Aujourd'hui, on parle de la norme NFC 1500. Wouh! Si elle est mal maîtrisée, l'électricité peut être dangereuse. C'est la raison pour laquelle l'État n'a eu de cesse d'imposer des règles de plus en plus strictes pour sa mise en œuvre. Celle qui s'applique aujourd'hui pour l'habitat est la norme NFC 1500. Avant de se lancer dans des travaux électriques de grande ampleur, comme une grosse rénovation ou une construction neuve, il faut évaluer vos besoins. Pour ce faire, la norme NFC 1500 vous aide en précisant l'équipement minimum préconisé. La norme précise à la fois les besoins en équipement électrique et en équipement de communication. Nous parlerons dans cette série de vidéos uniquement des équipements électriques. Avant de rentrer dans le détail de la norme, on va d'abord parler des grands principes à respecter. Quand on parle électricité, on pense tout de suite aux fils électriques, qu'on appelle des conducteurs. Le choix de ces conducteurs se fera en fonction de plusieurs critères, comme la quantité d'énergie à transporter, la longueur des conducteurs, les influences externes, ou le mode de pose par exemple. La norme prend évidemment en compte tous ces critères et définit l'emploi des conducteurs avec précision. Il existe principalement deux types de conducteurs. Les conducteurs isolés, constitués d'un seul fil métallique, protégé par une enveloppe isolante. Cette enveloppe est de différentes couleurs afin de faciliter le repérage. Petite parenthèse, la norme impose que la terre soit toujours en vert et jaune, et le neutre en bleu clair. Ces deux couleurs ne peuvent pas être utilisées pour autre chose. Parenthèse fermée. Les sections se définissent en millimètres carrés, qui correspond à la surface du fil métallique à l'intérieur de l'enveloppe isolante. Vous voyez sur ce schéma une coupe d'un conducteur. Ici c'est l'isolant, et là le fil en métal, qui a un rayon de 0,89 mm. Sa surface fait donc pi multiplié par r au carré, est égal à 2,5 mm². Les sections les plus courantes sont 1,5, 2,5, 4 et 6 mm². En plus des conducteurs isolés, on peut trouver des câbles électriques. Les câbles sont constitués de plusieurs conducteurs isolés, réunis sous une enveloppe isolante supplémentaire. Pour acheminer ces conducteurs ou ces câbles en toute sécurité, il existe des profilés ou des conduits. Les conducteurs ne doivent pas occuper plus d'un tiers de l'espace disponible dans les conduits. La mise à la terre est obligatoire sur toute l'installation électrique. Un fil de terre doit être tiré même vers les équipements ne le nécessitant pas. Et oui, vous pouvez très bien décider de changer d'équipement à l'avenir. La prise de terre est un élément essentiel de sécurité, car en cas de fuite, elle permet d'évacuer l'électricité vers le sol sans qu'elle ne traverse votre corps. De plus, c'est elle qui permet aux appareils de sécurité de se déclencher en cas d'incident. Au moins un point d'éclairage doit pouvoir être commandé à partir de chaque issue d'une pièce. La commande doit se trouver à portée de main à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol fini. Il est recommandé de la placer à l'intérieur de la pièce, du côté opposé au gonds de la porte. L'installation d'un point d'éclairage s'effectue obligatoirement sur un boîtier équipé d'un DCL. Pour les maisons individuelles, il faut prévoir un éclairage extérieur à chaque entrée principale ou de service. Toutes les prises doivent posséder une borne de terre et un système d'obturation des alvéoles quand elles ne sont pas utilisées. Les socles de prise ne doivent pas pouvoir se séparer de leur support. C'est pourquoi les fixations par griffe ne sont plus autorisées. La norme indique le nombre minimum de prises standard en fonction de la pièce. On en parlera en détail dans une autre vidéo. Le remplacement est libre, mais il est judicieux de prévoir une prise à l'entrée de chaque pièce, pour l'utilisation de l'aspirateur par exemple. Il faut aussi prévoir quels appareils gros consommateurs d'énergie on souhaite installer et où. En effet, la norme prévoit pour chacun d'eux une ligne dédiée. C'est-à-dire qu'ils seront branchés à une prise qui sera directement reliée au tableau électrique et qu'il n'y aura aucune autre prise sur ce circuit. Les appareils gros consommateurs d'énergie sont par exemple la cuisinière électrique, le four, le lave-linge, lave-vaisselle ou sèche-linge. Il est obligatoire de prévoir une alimentation pour un appareil de cuisson électrique, même si on cuisine au gaz. Votre système de chauffage sera-t-il électrique? Si oui, portez une attention particulière à l'isolation de votre logement. Il faudra aussi adapter votre abonnement à vos besoins en énergie et prévoir où seront placés les radiateurs, de préférence sur les murs extérieurs et sous les fenêtres. Vous devrez aussi savoir si vous comptez les diriger par fil pilote, afin d'acheminer le bon nombre de conducteurs au bon endroit. Il est aussi recommandé de mettre en place une ventilation mécanique contrôlée, VMC, et un système de régulation de la température. Mais on fera une vidéo plus complète sur le sujet. Les activités humaines à l'intérieur d'une maison sont source de pollution pour l'air ambiant. Si votre maison est bien isolée, cet air ne sera pas renouvelé naturellement. C'est la raison pour laquelle vous devez installer une VMC. Son principe général est d'aspirer l'air vicié par les pièces de service, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain ou les WC, et de faire rentrer de l'air frais par les pièces principales, le salon ou les chambres. On fera une vidéo spécifique sur la VMC aussi.
L'eau chaude sanitaire sera-t-elle produite par un chauffe-eau électrique? Si oui, il faudra là aussi réfléchir à l'endroit où placer cet élément assez volumineux qui sera alimenté par une ligne dédiée. Le choix du type de chauffe-eau a aussi une influence sur son emplacement. On placera un chauffe-eau standard de préférence dans une pièce chauffée, ce qui n'est pas le cas d'un chauffe-eau thermodynamique. Une fois qu'on connaît ses besoins en énergie électrique, on peut adapter son abonnement. Il y a 3 éléments principaux qui déterminent l'abonnement. Est-ce qu'on veut être alimenté en triphasé ou en monophasé? La puissance instantanée maximum de l'abonnement, et est-ce qu'on veut des options tarifaires, comme par exemple heure creuse, heure pleine. Vous aurez alors un abonnement fixe à payer, et en plus votre consommation calculée en kWh. On en avait parlé dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. Maintenant qu'on a vu les points généraux à respecter, on va pouvoir rentrer dans le détail et voir ce que la norme impose comme équipement minimum, pièce par pièce. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, le partage, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine!